Bienvenue sur la chaîne Histoire du soir. Ici, nous explorons le passé pour vous aider à trouver le sommeil, de manière agréable et éducative. N'oubliez pas de vous abonner et de liker dès maintenant, car à la fin de cette narration, vous serez plongé dans un sommeil profond. Fermez les yeux. L'histoire commence maintenant. Imaginez-vous vous réveillant dans un univers sans électricité, sans téléphone, sans voiture, et même sans antibiotiques. C'était le cas au Xe siècle, une époque où le monde cherchait encore à embrasser la modernité. Tout cela grâce à des individus qui ne se limitaient pas à rêver, mais qui façonnaient la réalité de leurs propres mains. Cette conférence vous emmène dans un voyage à travers l'ère des grands inventeurs. Nous ferons la connaissance de ceux qui ont créé l'ampoule, le télégraphe, le moteur, et qui ont aussi sauvé des millions de vies. Vous connaissez leurs noms, pourtant leurs récits vont vous surprendre. Le nom de James Watt est solidement ancré dans l'histoire humaine. Bien qu'il ne soit pas l'inventeur d'une nouvelle idée, il est devenu celui qui a métamorphosé un concept fragile en une puissance révolutionnaire qui a bouleversé le monde. C'est là que réside à la fois la simplicité et le génie de sa contribution. Avant d'explorer sa vie, il est essentiel de considérer l'état de la technologie et de l'industrie à son époque. Jusqu'au XVe siècle, la mécanisation inédite, mais restreinte, les moulins à vent, les roues hydrauliques et les mécanismes rudimentaires existaient depuis le Moyen Âge. Cependant, ces innovations ne fonctionnaient que dans des environnements propices comme les rivières ou les zones avec un vent constant. La production était lente, tributaire des conditions météorologiques et des emplacements. Par conséquent, l'industrie n'a pas connu de véritable avancée. Les premières tentatives d'utiliser la vapeur comme source de mouvement remontent à l'Antiquité. Hérode d'Alexandrie, vivant au 1er siècle de notre ère, a décrit et élaboré une turbine à vapeur primitive, l'éolipile. Mais celle-ci n'était qu'un jouet, une curiosité philosophique. Au XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, des expériences plus sérieuses ont vu le jour. En 1712, Thomas Newcomen a conçu la première véritable machine à vapeur fonctionnelle, destinée à pomper l'eau des mines. Celle-ci opérait grâce à l'alternance de chauffage et de refroidissement d'un cylindre dans lequel la vapeur se dilatait, provoquant un coup. Cependant, ce système possédait un inconvénient majeur. Il était extrêmement inefficace. Chaque coup nécessitait une quantité considérable de combustible, car le cylindre devait être réchauffé puis refroidi à chaque opération. Cela demandait beaucoup de charbon pour peu d'avantages. Pourtant, à cette époque, c'était tout ce que l'industrie pouvait se permettre. James Watt est né en Écosse en 1736, dans la ville de Greenock, au sein d'une famille de charpentiers navals. Enfant fragile, il passait la plupart de son temps à la maison. Dès son plus jeune âge, il développait un intérêt pour les outils, les mesures et la mécanique, manifestant rapidement un talent pour l'ingénierie. En tant que jeune mécanicien, il a travaillé à l'université de Glasgow, où il était chargé de réparer des instruments scientifiques. C'est là qu'en 1763, il a découvert la machine à vapeur de Newcomen, réceptionnée par l'université comme une exposition pédagogique. La machine étant hors d'usage et nécessitant une restauration, Watt s'est mis à l'œuvre pour y remédier. En travaillant sur la réparation, il a commencé à se demander pourquoi la machine était si inefficace, pourquoi elle consommait autant de combustible pour des résultats si médiocres. Rapidement,
Il a réalisé que le problème majeur provenait du fait que la vapeur se condensait directement dans le cylindre. En d'autres termes, après chaque cycle, le cylindre refroidissait et devait ensuite être réchauffé. La chaleur se dissipait dans le métal, entraînant un gaspillage d'énergie. La solution imaginée par Watt était à la fois élégante et complètement novatrice. Il a proposé de transférer le processus de condensation dans un récipient séparé, appelé condenseur. Ainsi, le cylindre restait chaud, tandis que la vapeur se refroidissait dans une autre zone de la machine. Cela a considérablement amélioré l'efficacité. La machine a commencé à consommer plusieurs fois moins de combustible, tout en offrant une performance supérieure. Ce n'était pas qu'une simple amélioration, c'était un véritable progrès dans l'évolution technologique. Mais Watt ne s'est pas arrêté là. Il a continué à améliorer sa conception en introduisant un piston à double effet, permettant à la vapeur de pousser le piston alternativement des deux côtés, rendant ainsi le mouvement plus fluide. Il a également ajouté un volant d'inertie, un régulateur centrifuge et un système de mouvement rotatif. La machine à vapeur a alors évolué d'une simple pompe à un moyen universel pour effectuer divers travaux mécaniques. Elle pouvait désormais entraîner des arbres, des roues et des axes, ce qui en faisait un atout précieux dans les usines, les ateliers et les transports. La première machine conçue par Watt selon ce nouveau principe remonte à 1765. Cependant, avoir une idée technique n'est que la moitié du chemin. Pour qu'elle fonctionne dans la réalité, il fallait la réaliser en métal, la promouvoir et la commercialiser. C'est là que Watt a eu de la chance. Il a rencontré un partenaire commercial, l'entrepreneur Matthew Boulton. Boulton avait notamment des capitaux, des contacts et des compétences en organisation. Ensemble, ils ont fondé la société Boulton & Watt, qui a commencé la production de machines à vapeur selon cette technologie innovante. Boulton s'occupait de l'industrialisation, des ventes et de l'acquisition des brevets, tandis que Watt se consacrait à peaufiner l'appareil. La collaboration entre Boulton et Watt est devenue un exemple emblématique d'une alliance fructueuse entre un ingénieur et un entrepreneur. Leurs machines sont progressivement devenues indispensables dans les usines, les ateliers, les moulins et les mines à travers toute l'Angleterre, puis s'exportant au-delà des frontières. La machine à vapeur a trouvé une utilisation particulièrement notable dans l'industrie textile, l'un des domaines les plus avancés de l'époque. Alors qu'auparavant, les usines étaient construites sur les berges des rivières pour tirer parti de la force hydraulique, il devenait désormais possible d'implanter une usine n'importe où. La machine à vapeur fonctionnait par tous les temps, de jour comme de nuit, sans nécessiter la proximité d'une rivière. Cela a permis à l'industrie de sortir des vallées rurales et de se développer dans les villes, presque sans limite. Ainsi a commencé la révolution industrielle, un bouleversement profond de la structure de la production, de la société et de l'économie. Les gens affluaient vers les villes. Le travail est devenu de plus en plus mécanisé, laissant derrière lui l'artisanat traditionnel. La productivité s'accélérait, de nouveaux produits faisaient leur apparition, et des marchés ainsi que de nouvelles classes sociaux émergeaient. L'ouvrier d'usine a progressivement remplacé l'artisan rural. La société est entrée dans l'ère des machines. James Watt est devenu le symbole emblématique de cette nouvelle époque, son nom étant connu dans chaque pays, ayant débuté son industrialisation. Reconnu de son vivant, il a reçu de nombreux titres honorifiques et est devenu membre de la Royal Society.
tout en demeurant d'une humilité remarquable. La gloire ne l'intéressait pas. Ce qui le passionnait, c'était le processus même, améliorer, perfectionner et peaufiner sans cesse. Son fils a poursuivi l'œuvre de son père, et la société Boulton & Watt est restée le principal fabricant de machines à vapeur pendant de nombreuses années. Plus tard, au XIXe siècle, une unité de mesure de puissance a été nommée en son honneur, le watt. Chaque appareil électrique, chaque moteur, aujourd'hui, se réfère sous une forme ou une autre à celui qui a su poser la bonne question et trouver une réponse à la fois simple et ingénieuse. La contribution de Watt est difficile à mesurer à sa juste valeur. Il n'a pas seulement mis à disposition une nouvelle machine, il a également introduit une nouvelle logique dans la production. Il a ouvert la voie à tout ce que nous qualifions de civilisation industrielle. Et si aujourd'hui, vous voyagez en train, que vous allumez la lumière ou que vous entendez le bruit du moteur, sachez qu'au cœur de ces sons résonne l'écho de ce même cylindre à vapeur qu'un jour a perfectionné ce mécanicien écossais. La révolution industrielle, née dans les ateliers et les usines, ne pouvait pas rester confinée éternellement entre ces murs. Les machines devinrent se déplacer, les produits fabriqués dans les villes devaient être livrés, et les personnes ayant émigré vers les centres industriels devaient être transportées. C'est à ce moment-là que la vapeur s'est échappée et a commencé à emprunter les rails. Une nouvelle époque a vu le jour, l'époque des chemins de fer. Le nom le plus fréquemment associé à ce début est celui de George Stephenson. Il est né en 1781 en Angleterre, dans le village minier de Wilham, près de Newcastle. Sa famille vivait dans la pauvreté et son père était chauffagiste sur une pompe à vapeur. Dès son jeune âge, le petit George observait le fonctionnement des mécanismes, écoutait les coups rythmés du piston et voyait la vapeur s'échapper des soupapes. Il n'avait pas l'opportunité d'apprendre. Il ignorait la lecture et l'écriture jusqu'à sa maturité. Toutefois, sa curiosité, son esprit d'observation et son désir de comprendre les mécanismes ont porté leurs fruits. Il a commencé avec des emplois simples dans la mine, mais a rapidement acquis la réputation d'être capable de donner vie à n'importe quelle machine. Pendant son temps libre, il a appris à lire et à écrire de façon autodidacte et a commencé à étudier la mécanique. Sa première machine à vapeur personnelle, Stephenson, l'a construite en 1814. Elle a été nommée Blücher, en hommage au général prussien, allié des Anglais lors de la guerre contre Napoléon. Cette machine était encombrante, mais capable de transporter des charges sur des rails plus rapidement et de manière plus fiable que des chevaux. Cependant, ce n'était qu'une première étape. La machine en elle-même ne constituait pas encore une révolution. Pour qu'elle puisse transformer le monde, il était nécessaire de mettre en place un système, des rails, une infrastructure, ainsi qu'une compréhension des manières et des raisons pour lesquelles elle serait utilisée. L'essence du problème ne se limitait pas simplement au moteur. Les premières locomotives étaient trop lourdes et les fragiles rails en fonte n'étaient pas en mesure de supporter leur poids. Il y avait un manque d'adhérence entre les roues et les rails. Les ingénieurs pensaient qu'en l'absence de pignons et de chaînes, la machine à vapeur ne pourrait pas se déplacer efficacement. Mais Stephenson croyait en la simplicité. Il était persuadé qu'une roue lisse sur un rail lisse avec un poids adéquat fournirait l'adhérence nécessaire. Ses calculs, ses observations et sa persévérance ont démontré qu'il avait raison. En 1825, ses efforts ont abouti à un événement historique. Dans le nord de l'Angleterre, la première ligne de chemin de fer public au monde
la ligne Stockton-Darlington a été inaugurée. Son principal objectif était le transport de marchandises, acheminer le charbon des mines jusqu'à la mer. Cependant, dès le premier jour, les trains transportaient non seulement des wagons de charbon, mais également des wagons de passagers. La locomotive de Stephenson transportait plus de 400 personnes. C'était un véritable exploit. Les gens voyageaient à une vitesse jamais atteinte auparavant, atteignant jusqu'à 20 km/h. Jamais l'homme n'avait progressé sur Terre aussi rapidement. Enthousiasme, peur et curiosité se mêlaient. Surtout, le chemin de fer a prouvé sa faisabilité. George Stephenson comprenait que pour réussir pleinement, il ne suffisait pas d'avoir de la technologie et des rails, mais qu'il était également essentiel de gagner la confiance. Il devait persuader la société, les investisseurs et les politiciens que la locomotive à vapeur n'était ni un jouet ni un risque, mais le transport du futur. Son objectif suivant était de construire une véritable ligne de chemin de fer passager reliant deux grandes villes, Liverpool et Manchester. Ce projet s'est transformé en un défi de taille. Il y avait des opposants, allant des propriétaires de canaux, ayant perdu des clients, aux scientifiques, affirmant qu'un homme ne pourrait pas respirer à une telle vitesse. Des difficultés techniques se dressaient également. Il fallait construire des ponts, creuser des tunnels et franchir des zones marécageuses. Mais en 1829, lors des compétitions de locomotives spécialement organisées, la locomotive de Stephenson, baptisée la Roquette, s'est distinguée avec éclat. Elle était légère, rapide et fiable. Sa conception, avec sa chaudière verticale, ses cylindres inclinés et son approvisionnement en combustible amélioré, est devenue un modèle pour les générations futures de locomotives. La Roquette a remporté la compétition et a obtenu le contrat pour l'exploitation de la nouvelle ligne. L'inauguration de la ligne Liverpool-Manchester en 1830 a marqué un tournant. Ce n'était pas seulement un chemin de fer, mais le symbole d'une nouvelle ère. Le jour de l'inauguration, le train a effectué tout le trajet en 2 heures, arrêt compris. Des foules se sont rassemblées le long des rails pour assister à ce spectacle sans précédent. Une machine noire qui rugissait, sifflait et tirait des wagons de passagers. Un événement extraordinaire se déroulait. Les gens ressentaient, pour la première fois, que la distance pouvait être franchie rapidement, confortablement et en toute sécurité. Après cet événement, un boom ferroviaire a débuté. Des lignes ont été tracées à travers toute l'Angleterre. En l'espace d'une décennie, le pays s'est couvert d'un vaste réseau de voies. Le commerce a évolué. Les marchandises pouvaient désormais être livrées plusieurs fois plus rapidement. Les produits ne se gâtaient plus en cours de route. Les usines pouvaient expédier leurs produits vers d'autres marchés, et les agriculteurs écoulaient leurs récoltes dans les villes. Des bourses de transport, de logistique et des centres de stockage ont vu le jour. La société a également évolué. Les travailleurs pouvaient désormais vivre dans une ville tout en travaillant dans une autre. Les banlieues ont émergé. Les voyages sont devenus plus accessibles. Les chemins de fer ne représentaient pas seulement un moyen de transport, mais également un symbole du progrès. Des gares ont été construites. Les horaires des trains ont permis à la société de découvrir l'importance de la ponctualité. Il est devenu impératif de synchroniser le temps entre les villes. Ainsi est née la notion de temps standardisé. À ce stade, Stephenson était déjà un ingénieur éminent. Il avait contribué à la conception de nombreuses lignes. Son fils, Robert Stephenson, a suivi ses traces pour devenir un ingénieur de renom, spécialisé dans les ponts et tunnels.
Ensemble, ils ont construit des chemins de fer en Grande-Bretagne, en France, en Belgique et en Espagne. Leurs technologies sont devenues la norme internationale. Mais George Stephenson n'a jamais été un scientifique au sens académique du terme. Il n'a écrit aucun livre ni enseigné. Il était un praticien, un autodidacte. Il ne cherchait pas la gloire, mais voulait simplement que les choses fonctionnent. Sa force résidait dans son intuition, sa capacité à écouter le métal et son instinct d'ingénieur. Lorsque, au milieu du 19e siècle, les locomotives sont devenues une partie intégrante du paysage, lorsque le temps a commencé à être mesuré par l'arrivée des trains et que les villes ont poussé le long des rails, peu de gens se sont demandé que tout cela avait commencé avec un homme issu d'une famille de mineurs dont le simple désir était d'améliorer le transport. Aujourd'hui, en nous tenant sur un quai, en entendant le sifflement d'un train ou en voyant les rails s'étendre à l'horizon, nous évoluons encore dans un monde façonné par la vapeur, l'acier et la détermination de ceux qui n'ont pas craint de faire avancer la machine. Et parmi eux, le nom de George Stephenson demeure prépondérant. Dans la première moitié du 19e siècle, l'humanité a été confrontée à un paradoxe surprenant. Les machines avançaient déjà, les usines tournaient, les trains résonnaient sur les rails, mais les mots restaient encore à l'arrêt. L'information était transmise de la même manière que depuis des siècles, par lettres, messagers, articles de journaux, cavaliers et navires. Pour faire parvenir une nouvelle d'une ville à une autre, il fallait des heures, des jours, parfois même des semaines. Les gens pouvaient déjà voyager plus rapidement que les nouvelles qu'ils transportaient. La communication était ainsi en retard par rapport à la réalité. Le problème était particulièrement sensible dans des situations critiques, en politique, dans les affaires et dans l'armée. Tout retard dans la transmission d'un message pouvait mener à une tragédie, à une opportunité ratée ou même à des vies perdues. C'est pourquoi, durant cette période, l'idée de créer un système de transmission rapide de l'information a commencé à être évoquée de plus en plus fréquemment. L'une de ces idées était le télégraphe électrique, la pensée de transmettre des messages à l'aide d'impulsions électriques via des fils. Ce concept était débattu en Europe et en Amérique, mais pendant longtemps, il était perçu comme fantaisiste ou, au mieux, comme un simple amusement de laboratoire. C'est à ce moment-là qu'un homme a fait son entrée dans l'histoire, un homme avec lequel personne n'associait de percée scientifique. Il s'appelait Samuel Morse, ni ingénieur ni physicien. Il était artiste. Né en 1791 dans le Massachusetts, il a étudié la peinture, est devenu un portraitiste reconnu, a appris à Londres et a peint des œuvres pour des Américains influents. L'art constituait sa vie. Mais en 1825, tout a basculé. Alors qu'il se trouvait à New York, il a reçu une lettre l'informant que sa femme était gravement malade. Il est immédiatement rentré chez lui, mais à son arrivée, il a découvert qu'elle était déjà morte et enterrée. Cette tragédie a profondément marqué Morse. Et surtout, il ne pouvait se débarrasser d'une pensée. S'il avait su plus tôt, il aurait pu agir à temps. La question de la rapidité de transmission des messages est devenue pour lui un sujet non pas abstrait, mais une douleur personnelle. Cet événement a marqué le début de son intérêt pour la technologie de communication. Il a commencé à envisager un moyen de transmettre un message instantanément, plus rapidement qu'une diligence, en prenant connaissance des expériences sur l'électricité. Il s'est passionné pour l'idée du télégraphe. C'était une pensée audacieuse pour un homme sans formation technique. Mais Morse avait de la persévérance.
une logique aiguisée et, en tant qu'artiste, la capacité de percevoir un système dans les détails. Il a commencé à travailler sur son projet. Le principal défi ne résidait pas dans la transmission d'un signal électrique par un fil, une technique déjà maîtrisée. Le vrai problème était autre: comment coder une phrase complexe à l'aide de simples impulsions? Comment transmettre un discours en utilisant seulement 2 signaux? Il y a du courant et il n'y a pas de courant. La réponse a été l'idée du codage. Morse a proposé de représenter chaque lettre de l'alphabet par une combinaison de signaux courts et longs, de points et de tirets. Il a commencé avec un alphabet basique qu'il a ensuite amélioré avec l'aide de son assistant Alfred Vail, qui a également développé la partie mécanique du télégraphe. Ainsi naquit l'alphabet Morse, un système dans lequel chaque lettre peut être transmise par une séquence de points et de tirets, ces signaux pouvant être entendus, vus ou enregistrés sur une bande. Pour que cela fonctionne, un appareil était également nécessaire. Morse et Vail ont conçu un appareil dont le récepteur était capable d'entendre ou d'imprimer des signaux, tandis que l'émetteur permettait de générer des impulsions manuellement. L'appareil était simple, fiable et facile à utiliser. Il se composait d'une clé, d'un levier qui fermait et ouvrait le circuit, ainsi que d'un récepteur qui enregistrait les impulsions. En somme, c'était le premier dispositif de communication numérique de l'histoire. En 1837, Morse a déposé un brevet pour son invention, mais il lui a fallu encore 7 ans pour persuader le gouvernement des États-Unis de son efficacité. Il a réalisé des démonstrations, s'est adressé au Congrès et a cherché des sponsors. En 1843, il a enfin obtenu les financements nécessaires pour établir la première ligne télégraphique reliant Washington à Baltimore, soit environ 60 km/h. C'était une expérience historique. Le 24 mai 1844, Morse a envoyé le premier télégramme depuis le bâtiment du Capitole. Il a choisi une phrase de la Bible: « Ce que Dieu a créé ». Ce message a été transmis instantanément au point de réception à Baltimore, émerveillant les personnes présentes lors de la démonstration. Le monde a changé en une seconde. Le télégraphe de Morse a connu un tel succès que de nouvelles lignes ont rapidement été établies à travers le pays. Elles suivaient les chemins de fer, reliant villes, centres d'affaires, imprimeries, banques et quartiers généraux militaires. Le télégraphe est devenu un outil de pouvoir et d'administration. Les journaux recevaient des nouvelles à une vitesse autrefois inimaginable. Les hommes d'affaires concluaient des transactions à distance. Les commandants recevaient des ordres en temps réel. Plus personne ne voulait patienter. Bientôt, la technologie a aussi atteint l'Europe. En 1851, la France et l'Allemagne ont adopté l'alphabet Morse comme norme. Au Royaume-Uni, la construction de son propre réseau a commencé, et même un câble sous-marin a été posé entre Londres et Paris. En 1858, le premier câble transatlantique a été installé entre l'Irlande et Terre-Neuve. Bien qu'il n'ait pas duré longtemps, cet événement en soi était stupéfiant. Un message d'Europe vers l'Amérique ne prenait plus une semaine, mais seulement quelques minutes. L'alphabet Morse est rapidement devenu un langage universel connu des opérateurs, des radiotechniciens maritimes et des militaires. Elle a été employée dans les communications radio, l'aviation et les télécommunications. Même au XXe siècle, à l'ère de l'espace et d'Internet, elle n'a pas été oubliée. Elle demeure le langage du signal de détresse. 3 points, 3 tirets, 3 points. C'est le signal SOS. Samuel Morse a vécu une longue vie et a atteint un point où son nom est devenu mondialement reconnu. Il a été honoré en France, en Italie et en Russie.
Des monuments ont été érigés en son honneur et des distinctions lui ont été attribuées. Cependant, comme il le disait lui-même, l'essentiel pour lui restait le même, que les gens ne ratent jamais l'opportunité de dire des mots importants à temps. Morse a prouvé que pour créer de grandes inventions, il n'est pas toujours nécessaire d'être un scientifique. Parfois, il suffit d'être une personne qui identifie un problème et refuse de l'accepter. Il était un artiste ayant perdu sa femme, et il est devenu celui qui a offert au monde le premier moyen de communication rapide à distance. Pendant qu'en Amérique, Samuel Morse travaillait sur des codes de points et de tirets, 2 personnes de l'autre côté, de l'Atlantique, au Royaume-Uni, ont franchi une étape tout aussi significative. Ils n'ont pas seulement inventé le télégraphe, mais ont également été les premiers à démontrer qu'il pouvait être davantage qu'un simple jouet de laboratoire, devenant une composante d'une infrastructure fonctionnelle. Il s'agit de Charles Wheatstone et William Cooke, des hommes dont les noms sont associés au début des communications télégraphiques britanniques, notamment en lien étroit avec les chemins de fer. Charles Wheatstone est né à Londres en 1892. Dès son jeune âge, il a développé une véritable passion pour la science. Il s'est intéressé non seulement aux phénomènes électriques, mais aussi au son, à la lumière et à la perception. Il n'était pas un inventeur au sens strict, mais un authentique chercheur. Il a conçu toute une gamme de dispositifs innovants. Le stéréoscope, un appareil permettant de visualiser des images en 3 dimensions, des automates musicaux et des instruments acoustiques, ainsi que le pont de Wheatstone, qui est utilisé pour mesurer la résistance électrique. Sa vie était rythmée par des bobines, des fils, des miroirs, du verre et des équations. Il était un homme de calcul précis et de curiosité. En revanche, William Fothergill Cooke était totalement différent. Né en 1806, il avait été formé comme ingénieur militaire et a servi dans l'armée. Par la suite, il s'est intéressé à la physique, a assisté à des conférences et a lu les travaux de scientifiques européens. Cependant, sa pensée était axée sur la pratique. Il était moins un scientifique qu'un entrepreneur. C'est Cooke qui a reconnu le potentiel du télégraphe en tant qu'invention commerciale, pouvant être intégrée dans l'infrastructure, notamment dans les chemins de fer, qui étaient en plein essor en Angleterre à cette époque. Leur rencontre a eu lieu en 1837. Wheatstone expérimentait déjà avec des télégraphes, tandis que Cooke recherchait un moyen de mettre en place un véritable système. Ils ont décidé de combiner leurs efforts. Wheatstone s'est occupé de l'aspect technique et de la conception, tandis que Cooke a pris en charge le travail administratif, les négociations avec les compagnies ferroviaires, ainsi que les brevets et les démonstrations. Leur alliance n'a pas toujours été facile. Tous deux étaient des hommes au caractère affirmé, avec des visions distinctes pour le développement du projet. Mais le résultat s'est révélé décisif. La même année, en 1837, ils ont obtenu le brevet du premier télégraphe électrique en Grande-Bretagne. Leur système se distinguait nettement de celui de Morse, puisqu'il n'utilisait pas de code. À la place, un télégraphe à aiguille a été conçu. Il fonctionnait avec 5 fils, et des aiguilles indiquaient la lettre souhaitée sur un cadran. Ainsi, l'opérateur d'un côté pouvait transmettre une lettre précise, et l'aiguille du côté récepteur se dirigeait vers la même lettre. Ce type de communication était à la fois visuel et direct, ne nécessitant aucun déchiffrement. Cette méthode était compréhensible et intuitive, surtout pour les employés des chemins de fer qui n'avaient pas de formation spécialisée. Cependant,
elle présentait aussi des inconvénients, nécessitant de nombreux fils et rendant l'équipement encombrant. Malgré cela, le système fonctionnait. La première ligne a été installée en 1839 entre la gare de Paddington à Londres et la station de West Drayton sur une distance d'environ 20 km l'heure. Cette ligne a été mise en place dans le cadre d'une collaboration avec la compagnie de chemin de fer Great Western Railway. L'objectif était pragmatique, établir une communication rapide entre les stations. À l'origine, le télégraphe était utilisé uniquement pour les signaux et les informations internes. Transmettre l'heure de départ du train, son approche et quand la voie est libre. Cependant, quelques années plus tard, un événement a modifié la perception de la société à l'égard du télégraphe. En 1845, un vol a eu lieu dans l'un des trains. Le voleur a dérobé un portefeuille et a tenté de prendre la fuite. À son arrivée, le conducteur a envoyé un signal par télégraphe à la station suivante. La police a intercepté le criminel, ne lui laissant pas le temps de s'échapper. Cet incident a fait beaucoup de bruit. Les journaux ont rapporté l'arrestation du premier criminel grâce au télégraphe. L'opinion publique a évolué. Le télégraphe, qui était auparavant une simple expérimentation, est devenu un symbole de sécurité, d'efficacité et de modernité. Après cela, les chemins de fer ont commencé à adopter massivement le système de Wheatstone et Cooke. Le télégraphe ne se limitait pas à un simple moyen de communication, mais devenait un élément clé dans la gestion du trafic. Grâce à lui, il était possible de coordonner les trains, d'éviter les accidents et de transmettre des signaux en cas d'urgence. Cela est devenu particulièrement crucial sur les lignes à voie unique où deux trains pouvaient se croiser et où la moindre erreur pouvait avoir des conséquences fatales. Le télégraphe a représenté une véritable révolution dans la logistique. Avant son arrivée, les horaires étaient établis avec une grande marge de sécurité pour prévenir les collisions. Par la suite, les dispatchers ont pu gérer avec précision les intervalles. Les stations ont commencé à fonctionner de manière intégrée. De nouveaux systèmes de signaux ont vu le jour, de même qu'une gestion centralisée du trafic et les premiers standards de sécurité. Tout cela a pris son envol grâce à quelques aiguilles et 5 fils. Avec le temps, bien sûr, le système s'est perfectionné. Le nombre de fils a été réduit et des télégraphes plus compacts ont fait leur apparition. Vers le milieu des années 1840, Wheatstone et Cooke ont introduit un télégraphe à aiguille bidirectionnelle utilisant 2 fils, et par la suite, ils ont commencé à adapter des systèmes reposant sur des signaux sonores. À cette époque, d'autres ingénieurs, dont Samuel Morse, s'impliquaient activement dans la course au télégraphe. À un certain moment, les différents systèmes ont commencé à se concurrencer, et le réseau britannique a progressivement adopté des télégraphes utilisant un seul fil avec un code. Néanmoins, la contribution de Wheatstone et Cooke au développement de la télégraphie reste significative. Ils furent les premiers à intégrer le télégraphe dans l'économie réelle. Pendant que d'autres menaient des expériences et des démonstrations, ils ont réussi à intégrer le télégraphe dans le fonctionnement quotidien des chemins de fer. Ils ont démontré que la communication instantanée pouvait opérer jour après jour, minute après minute, non seulement dans un cadre laboratoire, mais également au milieu du bruit des locomotives et parmi le charbon. De plus, leur modèle de collaboration, combinant un scientifique et un organisateur, est devenu un classique du partenariat en ingénierie. Wheatstone a poursuivi sa carrière scientifique en s'intéressant au domaine de l'optique, de l'électricité et du son. Il a été élu membre de la Royal Society de Londres et a travaillé jusqu'à la fin de sa vie sur divers problèmes tant théoriques
qu'appliquée. Cook, pour sa part, s'est concentré sur le développement commercial. Il était lié aux compagnies ferroviaires, a œuvré à la promotion du réseau télégraphique et est devenu l'un des premiers entrepreneurs en télécommunications en Grande-Bretagne. Leur technologie a établi les fondements de la gestion du trafic ferroviaire, qui a été en vigueur jusqu'à la fin du XIXe siècle. Les lignes télégraphiques s'étendaient le long de toutes les grandes voies, devenant une norme indispensable. De nouvelles professions telles que télégraphistes, agents de signalisation et dispatchers ont émergé. Sans le télégraphe, il était inimaginable de concevoir le fonctionnement efficace des chemins de fer. Michael Faraday est un nom bien connu de quiconque ayant un intérêt pour la science. Cependant, peu de gens connaissent le parcours qui se cache derrière ce nom. Comment un homme sans éducation formelle et sans riche mécène est devenu l'un des pionniers de l'énergie électrique moderne. Ses découvertes en électromagnétisme ont non seulement transformé la science, mais ont également permis d'illuminer des villes, de mettre en mouvement des usines et de fournir à l'humanité une nouvelle forme d'énergie, à la fois accessible et contrôlable. L'histoire de Faraday est celle d'une véritable révolution scientifique, née de la curiosité, du travail acharné et de l'humilité. Faraday est né en 1791 dans une famille modeste de forgerons dans le sud de Londres. Son enfance a été sans excès, avec une éducation limitée à des leçons de base. Dans sa jeunesse, il a été apprenti chez un relieur, où il a commencé à lire des livres que ses clients lui apportaient. Ces livres lui ont ouvert les portes du monde du savoir. Il était particulièrement passionné par les travaux en physique et en chimie, et rêvait depuis son adolescence de se dédier à la science. Le destin lui a offert une opportunité. Il est devenu assistant du célèbre chimiste Humphrey Davy au Royal Institution. Au début, puis, il effectuait des tâches modestes, nettoyait des éprouvettes, passait des instruments et notait des mesures. Mais il s'est rapidement montré être un élève curieux et fiable. Cela lui a permis d'accéder au laboratoire, aux instruments et aux expériences. C'est à ce moment qu'il a commencé à se former en tant que scientifique. Faraday était remarquable. Il avait presque aucune formation mathématique, ne savait pas utiliser des équations complexes et ne travaillait pas avec des abstractions dans le sens académique habituel. En revanche, il possédait une aptitude rare à comprendre la physique de manière intuitive. Il percevait les forces, les champs et les phénomènes comme des objets tangibles, pouvant être observés, étudiés et compris à travers l'expérience. Il imaginait les processus de manière spatiale, comme s'il pouvait les voir réellement. Cette approche était non seulement intuitive, mais aussi efficace. Ses expériences étaient précises, élégantes, et révélèrent la véritable nature des phénomènes. La percée majeure a eu lieu en 1831. Faraday a entrepris une série d'expériences sur l'interaction entre l'électricité et le magnétisme. Auparavant, il était établi que le courant électrique pouvait engendrer un champ magnétique, comme l'avait découvert Ørsted. Mais Faraday a posé la question opposée. Un champ magnétique peut-il générer un courant? Il a commencé par des expériences simples, utilisant une bobine de fil de cuivre connectée à un galvanomètre, tout en déplaçant un aimant à proximité. Lorsque l'aimant s'approchait, l'aiguille de l'appareil se mouvait. Quand il s'éloignait, l'aiguille se déplaçait dans l'autre sens. Avec un aimant immobile, rien ne se produisait. Ainsi, il a démontré qu'un champ magnétique variable peut induire un courant électrique dans un conducteur. Ce phénomène a été désigné sous le nom d'induction électromagnétique. C'était une véritable avancée. Personne avant lui n'aurait pu imaginer qu'un aimant
par simple déplacement, pouvait générer un courant. Mais Faraday n'a pas seulement découvert l'effet, il a également été le premier à saisir son importance fondamentale. Désormais, l'électricité pouvait non seulement être stockée dans des batteries, mais aussi être générée à partir du mouvement mécanique. Cela a révolutionné la conception des sources d'énergie. Faraday a rapidement mis au point le premier dispositif que l'on peut, aujourd'hui, considérer comme le précurseur du générateur. Il a pris un aimant, l'a fait tourner près d'une bobine et a produit un courant stable. Cet appareil, bien que simple, renfermait tous les principes sur lesquels reposent les centrales électriques modernes. Dans ces expériences, l'aimant ou la bobine tournait et produisait de l'électricité. Ce mécanisme est devenu la fondation de ce qui a ensuite évolué vers les centrales hydroélectriques, les générateurs à vapeur, les turbines diesel et nucléaires. Partout où un arbre tourne, un champ magnétique se déplace, ce qui signifie que la découverte de Faraday est en action. Ce qui est particulièrement notable, c'est que Faraday n'était pas un industriel. Il n'a pas breveté ses inventions et ne poursuivait pas le succès commercial. Il s'intéressait à la science en elle-même. Il désirait comprendre la structure du monde. Il était profondément convaincu que la connaissance devait être accessible à tous. Il donnait des conférences publiques, ouvrait les portes du Royal Institution à des citoyens ordinaires et réalisait des expériences devant des enfants. Ces conférences de Noël sont devenues légendaires. Il y abordait des sujets comme les molécules, la combustion et l'électricité en des termes simples, inspirant toute une génération de jeunes esprits. En plus d'avoir créé le générateur, il a établi les fondements du fonctionnement des transformateurs et des moteurs électriques. Il a également formulé les lois fondamentales de l'induction électromagnétique qui ont par la suite été exprimées sous forme mathématique par James Clerk Maxwell. C'est donc Faraday qui a offert au monde l'essence empirique que Maxwell a ensuite transformée en une théorie fondamentale. Ensemble, ils sont les pionniers de toute l'électrotechnique moderne. Faraday s'est également penché sur la chimie. Il a découvert le benzène, isolé plusieurs composés nouveaux et créé les termes anode, cathode, électrolyte et ion, qui sont encore en usage aujourd'hui. Cependant, c'est l'électricité qui est devenue son principal sujet d'étude. Son nom restera à jamais gravé dans l'histoire des sciences. En son honneur, l'unité de capacité électrique a été nommée le farad, tout comme la loi de l'électrolyse, ainsi qu'un nombre incalculable de laboratoires, d'écoles, de rues, de stations et même de centrales électriques. Ce qui est particulièrement inspirant, c'est l'image humaine de Faraday. Il était modeste, courtois et désintéressé. Il a refusé le titre de chevalier qui lui a été proposé, reste fidèle toute sa vie au Royal Institution, où il avait débuté en tant qu'apprenti. Ce n'était pas un génie dans le sens conventionnel du terme, mais une personne qui a progressé toute sa vie en posant des questions et en n'ayant pas peur de chercher des réponses. Il était respecté par les scientifiques tout autant que par les simples citoyens. Il est devenu un symbole de la manière dont la science peut être pure, honnête et inspirante. Lorsque nous allumons aujourd'hui une lampe, utilisons un chargeur ou faisons démarrer un train, nous utilisons l'électricité générée dans un générateur, ce qui signifie que nous bénéficions de la découverte réalisée en 1831 par un homme modeste à partir d'une bobine de cuivre et d'un morceau d'aimant. Bien qu'il n'ait pas construit de centrales électriques, il a offert au monde le principe essentiel, sans lequel elle n'existerait pas. Musique, Thomas Edison,
est un nom qui surgit souvent en premier lorsqu'il s'agit des grands inventeurs. On le qualifie d'homme qui a apporté la lumière au monde, bien que sa contribution ait été bien plus étendue. Il n'était pas seulement un inventeur, mais aussi un entrepreneur, ingénieur et stratège, ayant créé un lien entre l'idée scientifique et la réalité industrielle. Ses réalisations ont façonné des industries entières, allant de l'éclairage électrique à l'enregistrement sonore et au cinéma précoce. L'histoire d'Edison est celle d'un homme qui a transformé l'invention en industrie. Il est né en 1847 dans la ville de Milan, dans l'État de l'Ohio. Son enfance a été modeste. En tant qu'enfant fragile, il a bénéficié d'une éducation scolaire très limitée. Rapidement, les enseignants l'ont jugé incapable d'apprendre, ce qui a conduit sa mère à s'occuper de son éducation. En vérité, Edison était un autodidacte. Dès son jeune âge, il travaillait en vendant des journaux et des friandises dans les trains. Et pendant son temps libre, il lisait tout ce qu'il pouvait trouver. C'est durant ces années qu'il s'est intéressé au télégraphe, a appris à comprendre les dispositifs électriques et a commencé à mener ses premières expériences. À la fin des années 1860, Edison travaillait déjà comme télégraphiste et a rapidement déménagé à Boston, puis à New York. Là, il a commencé à concevoir et à vendre ses premières inventions. Ses premiers succès sont dus à l'amélioration des appareils télégraphiques. Il a inventé un dispositif permettant d'envoyer plusieurs télégrammes simultanément sur une seule ligne de communication. Cela lui a rapporté ses premiers gains significatifs et lui a permis d'ouvrir son propre laboratoire. Cependant, le tournant décisif a été la création d'un centre de recherche à Menlo Park, dans le New Jersey. C'était le premier laboratoire organisé au monde où des ingénieurs, des techniciens, des mécaniciens et des chimistes collaboraient. Edison n'a pas seulement créé un atelier, mais un véritable mécanisme d'invention en série. Son objectif n'était pas uniquement de concevoir un nouvel appareil, mais de le mener à la production de masse et de l'intégrer dans la vie quotidienne. Il est ainsi devenu un pionnier de ce que l'on appelle aujourd'hui la recherche scientifique et le développement technologique. La plus célèbre invention d'Edison est, évidemment, l'ampoule électrique à incandescence. Dans la culture populaire, il est généralement vu comme son créateur. En réalité, avant Edison, il existait déjà des lampes à arc et des lampes à incandescence. Des inventeurs français, allemands et britanniques avaient déjà présenté leur conception, mais toutes souffraient des mêmes problèmes. Les lampes étaient peu durables, échauffaient trop et consommaient une quantité excessive d'énergie. Edison a abordé la tâche d'une manière novatrice. Il ne se contentait pas d'une simple ampoule, mais cherchait à créer un système d'éclairage complet. Cela impliquait de concevoir une ampoule sûre, économique et durable, ainsi que toute l'infrastructure nécessaire, centrales électriques, câbles, répartiteurs, interrupteurs et compteurs. En 1879, il a présenté un prototype fonctionnel d'ampoule à filament de carbone, conçu à partir de bambou carbonisé. L'ampoule était sous vide, ce qui prolongeait considérablement la durée de vie du filament. Elle brillait pendant des dizaines d'heures, un résultat sans précédent jusqu'alors. Cela a marqué une véritable avancée. Mais Edison savait que même l'ampoule la plus fiable serait inutile sans un réseau. C'est pourquoi il a commencé à construire des centrales électriques, à développer un système de distribution, à établir des normes de tension et à obtenir des brevets pour les fils et les connecteurs. En 1882, à New York, la première centrale électrique urbaine au monde a été mise en service sur Pearl Street. Elle alimentait des dizaines de maisons et de rues,
fournissant de l'électricité pour les ampoules d'Edison. C'était le premier pas vers l'électrification de masse. Cependant, la lumière n'est qu'un aspect de son génie. En 1877, Edison a présenté le phonographe, le premier appareil capable d'enregistrer et de reproduire le son. Le principe était simple. Une membrane, vibrant sous l'effet des ondes sonores, déplaçait une aiguille qui gravait des stries sur un cylindre recouvert de feuilles de métal. Lors du passage ultérieur de l'aiguille sur ces stries, la membrane commençait à vibrer comme auparavant, et le son était ainsi reproduit. Edison a été le premier homme dont la voix a été enregistrée et reproduite. Il la déclame une comptine pour enfants. Mary avait un petit agneau, et cet instant a marqué la naissance de l'enregistrement sonore. Le phonographe a rapidement suscité un engouement, bien qu'il n'ait pas été initialement perçu comme une invention commercialement significative. Il était considéré comme une curiosité, une simple démonstration d'un tournant scientifique. Cependant, par la suite, la technologie a connu des améliorations. Les cylindres ont été remplacés par des disques, la feuille par une masse de cire, et les aiguilles sont devenues métalliques. Cela a marqué le début de l'ère des gramophones et des enregistrements musicaux. Des jukebox ont vu le jour, tout comme des disques contenant les voix de politiciens et de chanteurs célèbres. Edison a donc véritablement lancé l'industrie de l'enregistrement sonore. Son engagement dans le développement des technologies visuelles était tout aussi marquant. Dans les années 1890, Edison et son équipe ont conçu le kinétoscope, un appareil permettant de visionner des images en mouvement de manière individuelle. Il fonctionnait sur le principe d'un défilement rapide de la pellicule devant un objectif éclairé. Le spectateur regardait à l'intérieur par une petite fenêtre et percevait l'illusion du mouvement. C'était le premier pas vers le cinéma. Plus tard, Edison a créé un petit studio de cinéma nommé Black Maria. Il était situé sur une plateforme tournante pour capter la lumière naturelle. Des courts-métrages y étaient réalisés. Des acrobates, des danseurs et des scènes de théâtre. Ces films étaient projetés dans des appareils spéciaux où le spectateur insérait une pièce de monnaie. C'est ainsi que le cinéma payant a vu le jour. Edison était non seulement un ingénieur, mais aussi un entrepreneur avisé. Il savait comment promouvoir ses inventions, les protéger par des brevets et les commercialiser efficacement. Sa renommée était colossale. Il est devenu un symbole du progrès, incarnant l'esprit de son époque. On l'appelait le magicien de Menlo Park. Il accordait des interviews et organisait des démonstrations. Son nom figurait dans les journaux et les magazines. Son influence était si considérable qu'il a même pris part à la guerre des courants, une rivalité féroce entre les partisans du courant continu, comme Edison, et ceux du courant alternatif de Tesla et Westinghouse. Edison défendait son système avec acharnement, ayant parfois recours à des méthodes franchement agressives. Il a publiquement démontré les dangers du courant alternatif, tentant de persuader le public que son système était plus sûr. Cette lutte était intense, et finalement, le courant alternatif a triomphé. Cependant, l'ampleur même du conflit illustre l'importance de la question. Au moment de la mort d'Edison, en 1931, il comptait plus de 1000 brevets à son actif. Il avait conçu des dispositifs, fondé des entreprises et même développé des secteurs entiers. Son approche de l'invention, comme un processus structuré et séquentiel, est devenue un modèle pour les futurs centres de recherche. General Electric, l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde, a émergé de ces initiatives.
Son laboratoire à Menlo Park est devenu le prototype des campus scientifiques du XXe siècle. Aujourd'hui, son nom est surtout associé à l'ampoule. Toutefois, derrière ce symbole se cache bien plus: le son, l'image, le réseau électrique, et l'idée même que la technologie peut pénétrer chaque foyer. Si Faraday a offert au monde le principe de la production d'électricité, Edison en a fait une composante essentielle de la vie quotidienne. Il a transformé une force invisible en lumière dans une fenêtre, en voix sur un disque et en image sur un écran. Il a démontré que l'invention n'est pas un miracle, mais un travail acharné, de la persévérance et la capacité de mener une idée à son aboutissement. Et en cela, il était véritablement exceptionnel. Le nom de Nikola Tesla est aujourd'hui reconnu de tous ceux qui s'intéressent à la science et aux technologies. On le considère comme l'un des plus grands inventeurs de l'histoire, un homme qui a véritablement transformé le monde, bien qu'il n'ait jamais eu une large reconnaissance de son vivant. Ses idées étaient avant-gardistes, et beaucoup d'entre elles ont jeté les bases de technologies sans lesquelles la civilisation moderne serait impensable. Nikola Tesla est né en 1856 dans le village de Smiljan, qui se situe aujourd'hui en Croatie, mais faisait alors partie de l'Empire austro-hongrois. Son père était prêtre orthodoxe, tandis que sa mère possédait des compétences techniques exceptionnelles. Elle fabriquait des dispositifs simples pour le foyer et avait une mémorisation remarquable. Tesla a pleinement hérité de ses qualités. Dès son plus jeune âge, il faisait preuve de capacités extraordinaires. Il possédait une mémoire phénoménale et une imagination débordante. Il affirmait pouvoir créer et améliorer mentalement des mécanismes complexes avant même de commencer leur construction. Cette aptitude à visualiser lui permettait de concevoir des dispositifs sans besoin de dessins préliminaires. Il expliquait par la suite que c'était de cette manière qu'il avait conçu la plupart de ses inventions. Tesla a étudié dans une école technique à Grajac, puis a suivi des cours pendant un certain temps à l'université Charles de Prague, bien qu'il n'ait pas terminé son cursus. Son intérêt se portait particulièrement sur les machines électriques. Déjà à cette époque, il réfléchissait à la possibilité de développer un moteur fonctionnant sur courant alternatif, une idée considérée comme impossible à l'époque. En 1884, il émigre aux États-Unis et commence à travailler pour l'entreprise de Thomas Edison. Au départ, il se concentre sur l'amélioration des générateurs de courant continu. Très rapidement, des différends surgissent entre les deux inventeurs. Edison défendait des systèmes de courant continu déjà établis à New York, mais ceux-ci avaient des inconvénients majeurs. La transmission d'énergie n'était efficace que sur de courtes distances, et les pertes en courant augmentaient considérablement avec la distance. Tesla a alors proposé une alternative, le courant alternatif. Grâce au transformateur, il était possible de modifier la tension, permettant ainsi au courant alternatif d'être transmis sur des dizaines, voire des centaines de kilomètres, avec des pertes minimes. Cependant, Edison a catégoriquement rejeté cette idée, et Tesla a rapidement quitté son entreprise. Pendant plusieurs années, il a vécu dans la pauvreté, gagnant sa vie grâce à de petits emplois, jusqu'à sa rencontre avec l'entrepreneur George Westinghouse. Westinghouse a montré de l'intérêt pour ses innovations, a acquis des brevets et a commencé à développer un système de distribution de courant alternatif. C'est ainsi que la fameuse guerre des courants a débuté. Edison organisait des démonstrations publiques où il tuait des animaux avec du courant alternatif pour tromper l'opinion publique sur sa dangerosité.
Il a également soutenu l'idée d'utiliser le courant alternatif dans la conception de la chaise électrique, mais les atouts du courant alternatif se sont avérés décisifs. En 1893, lors de l'exposition universelle de Chicago, le système de courant alternatif mis en place par Tesla et Westinghouse a éclairé tous les pavillons. L'électricité provenait de la centrale électrique de Niagara, conçue selon les brevets de Tesla. Cela a marqué une victoire tant symbolique que pratique pour le courant alternatif. Par la suite, ce système a constitué la base des réseaux énergétiques utilisés aujourd'hui à travers le globe. Après cela, Tesla a continué ses recherches sur les courants haute fréquence et a commencé à explorer les potentialités de la transmission d'énergie sans fil. Il a conçu des bobines spéciales capables de générer de forts champs électromagnétiques et a réalisé des expériences sur la transmission d'énergie sur de longues distances. En 1899, il s'est installé à Colorado Springs, où il a construit un laboratoire et mené des expériences avec des décharges géantes, des éclairs et des effets de résonance. Il a également enregistré des signaux radio inhabituels qu'il estimait pouvoir avoir une origine artificielle. Plus tard, il a suggéré qu'il pourrait s'agir de signaux en provenance de Mars. Toutefois, aucune preuve concluante n'existe à cet égard. Tesla envisageait de bâtir un système énergétique mondial sans fil. En 1901, la construction de la tour Wardenclyffe a débuté sur Long Island selon ses plans. Cet appareil devait transmettre électricité et signaux sans fil sur de longues distances. Il espérait établir un système où l'énergie serait accessible partout sur la planète. Cependant, les investisseurs, dont John Pierpont Morgan, ont retiré leur financement en réalisant que le projet ne promettait pas de retour sur investissement. La tour a alors été abandonnée et finalement démantelée. Dans les dernières années de sa vie, Tesla s'est détaché de l'activité scientifique. Il résidait dans des hôtels à New York, souffrait de phobie et affichait des comportements obsessionnels. Peu en contact avec les gens, il éprouvait néanmoins une profonde affection pour les pigeons qu'il nourrissait régulièrement dans les parcs de la ville. Malgré son isolement, il continuait à réfléchir à la science, à rédiger des articles et à déposer des brevets, bien que la majorité d'entre eux ne trouvaient plus d'application concrète. Tesla est décédé en 1943, seul, à l'hôtel New Yorker. La même année, la Cour suprême des États-Unis a reconnu qu'une partie des brevets liés à la radio, auparavant attribués à Marconi, devait être rattachée à Tesla, marquant une reconnaissance tardive mais significative de sa contribution au développement de la radio. Aujourd'hui, le nom de Tesla est reconnu partout dans le monde. Une unité de mesure de l'induction magnétique lui est dédiée, le Tesla. Ces bobines sont utilisées pour des démonstrations éducatives et des spectacles scientifiques. Une entreprise de voitures électriques porte également son nom. Il est devenu l'icône du scientifique isolé, un génie dont les idées dépassaient leur époque. Tesla n'a pas amassé de richesses, ni fondé de grandes entreprises. Mais c'est grâce à lui que l'humanité a franchi un pas colossal vers l'énergie moderne, les communications et l'automatisation. Si Edison a rendu l'électricité pratique, Tesla l'a rendue puissante et universelle. Il a prouvé qu'une seule personne, dotée d'une idée, de patience et d'une passion pour la science, peut transformer le monde entier. Après avoir évoqué Nikola Tesla et la révolution énergétique, il est pertinent de se tourner vers une autre invention qui, à première vue, avait un objectif tout différent: faciliter le travail agricole. Cependant, elle a réellement engendré des transformations économiques et sociales majeures
jouant un rôle clé dans l'histoire des États-Unis. Il s'agit de la machine à égrener le coton Daly Whitney, à la fin du 19e siècle. Le sud des États-Unis cherchait une base solide pour sa croissance économique. Les terres y étaient fertiles et le climat favorisait la culture de nombreuses variétés. Mais l'exportation à grande échelle n'était pas encore comparable à celle de l'industrie nordiste. Le coton semblait être une bonne option, en particulier la variété à fibres courtes qui poussait aisément dans le sud. Toutefois, un obstacle persistant se posait. Les graines de coton étaient profondément enracinées dans les fibres, et les en séparer manuellement demandait énormément d'efforts. Une personne n'était capable de nettoyer qu'environ une livre, soit moins de 500 grammes de coton en une journée. Cela rendait sa production extrêmement inefficace. Eli Whitney était né dans le Massachusetts en 1765. Il a étudié au Yale College et, peu après sa diplomation, s'est dirigé vers le sud, où il a exercé en tant que précepteur dans une famille de planteurs en Géorgie. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé à quel point le processus de nettoyage du coton était long et épuisant. Cette constatation l'a incité à envisager la conception d'une machine qui pourrait automatiser et accélérer la séparation des graines et des fibres. En 1793, Whitney a présenté son invention, la machine à égrener le coton, davantage connue sous le nom de cotton gin. Son fonctionnement était étonnamment simple. Un arbre rotatif équipé de dents en fil métallique saisissait les fibres et les faisait passer par des fentes étroites, trop petites pour les graines. Ces dernières restaient d'un côté, tandis que les fibres nettoyées avançaient. Un mécanisme spécial retirait ensuite le coton des dents. Une telle machine permettait à un travailleur de nettoyer jusqu'à 20 kg lourds de coton par jour, et les versions ultérieures pouvaient même traiter encore plus. Cette invention a déclenché une véritable révolution, engendrant une production de coton à des volumes sans précédent, et les planteurs américains ont pris conscience des énormes opportunités qui s'ouvraient à eux. Les États du Sud ont rapidement commencé à étendre leur surface cultivée. Cependant, ce qui semblait devoir diminuer la dépendance au travail des esclaves n'a en réalité fait qu'accentuer cette situation. La machine de Whitney a effectivement levé le goulet d'étranglement de l'industrie cotonnière, mais la plantation, l'entretien des cultures et surtout la récolte du coton nécessitaient encore un travail physique conséquent. Cela ne signifiait qu'une chose: la demande d'esclaves a commencé à croître. Avant l'invention du cotton gin, l'importance économique de l'esclavage dans le Sud diminuait progressivement. Le tabac, jadis culture dominante, perdait en rentabilité. Les propriétaires d'esclaves, leur nombre commençait à s'amenuiser, mais le coton a tout modifié. Avec l'apparition de la fièvre du coton dans les États de Géorgie, d'Alabama, du Mississippi et de Louisiane, de nouvelles plantations ont été établies, entraînant une forte augmentation du nombre de personnes asservies. En quelques décennies, le coton est devenu la pierre angulaire de l'économie du Sud, et les États-Unis se sont affirmés comme son principal exportateur. En 1860, le coton représentait plus de la moitié de toutes les exportations américaines. On l'appelait le roi, et des millions de destinées humaines étaient inextricablement liées à sa production. L'ironie réside dans le fait qu'Eli Whitney n'était pas un partisan de l'esclavage. Il ne cherchait pas à renforcer le système de plantation, mais croyait, au contraire, que son invention diminuerait le besoin de travail esclave. Toutefois, l'histoire en a décidé différemment. Le cotton gin est devenu un outil d'un système qu'il désapprouvait peut-être.
De plus, malgré l'importance de son invention, Whitney n'en a presque rien tiré. Bien qu'il ait obtenu un brevet en 1794, les planteurs du Sud ont rapidement commencé à reproduire sa machine sans autorisation. Le design était suffisamment simple, et les tribunaux du Sud ne reconnaissaient souvent pas les droits exclusifs de Whitney. Il a engendré de longs et épuisants procès, qui se concluaient rarement en sa faveur. En 1807, il a néanmoins reçu une compensation de plusieurs producteurs, mais celle-ci était modeste, comparée à l'ampleur de la diffusion du cotton gin. Déçu par l'industrie du coton, Whitney s'est orienté vers un autre domaine, l'industrie armurière. C'est ici qu'il a véritablement réussi. Il est devenu l'un des premiers aux États-Unis à appliquer le principe de l'interchangeabilité des pièces. Cela signifiait que les composants des fusils pouvaient en être fabriqués en série, de manière indépendante, puis assemblés sur place sans nécessité de modification. Cette standardisation a posé les bases de la future production de masse. Sa fabrique dans le Connecticut a reçu des commandes gouvernementales, faisant de cette période de sa carrière un succès financier. Pourtant, dans l'histoire, Whitney est surtout connu pour sa machine à égrener le coton. Celle-ci a révolutionné l'agriculture du Sud, accéléré le développement de l'industrie textile du Nord et est devenue un facteur renforçant la contradiction entre les régions. Elle a institué la base économique, assurant la pérennité du système esclavagiste et, finalement, l'une des racines qui ont conduit à la guerre civile. L'histoire d'Eli Whitney nous rappelle que les inventions peuvent avoir des répercussions qui dépassent largement les murs des laboratoires ou ateliers. Son cotton gin n'a pas seulement facilité le nettoyage du coton, il a impacté l'agriculture, l'économie, la politique et le sort des individus. C'est un exemple illustrant comment même le dispositif technique le plus simple peut influer sur le cours de l'histoire. Et bien que Whitney n'ait pas reçu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir de son vivant, son nom perdure dans les manuels comme celui d'un acteur inattendu ayant suscité d'importants processus historiques. Après la révolution cotonnière, suscitée par l'invention d'Eli Whitney, la prochaine étape a été la transformation de l'industrie textile elle-même. La matière première arrivait déjà en abondance, mais le travail manuel ne parvenait pas à suivre ce nouveau rythme. C'est à ce moment-là qu'un des événements les plus significatifs de la révolution industrielle est intervenu: l'automatisation de la production de tissus. C'était une époque où les ateliers et manufactures évoluaient pour devenir de véritables usines. Et derrière chaque machine se trouvaient non pas des bras humains, mais un système de leviers, de rouages et de courroies. Au cœur de ces changements se trouvaient des inventeurs tels que John Kay et Richard Arkwright. Au début du XVIIIe siècle, le tissage en Grande-Bretagne était encore largement effectué à la main. John Kay fut l'un des premiers à entamer une transformation. En 1733, il a créé la célèbre navette volante, un dispositif permettant d'accélérer le processus de tissage de 2 à 3 fois. Auparavant, la navette, qui tirait la trame, était lancée manuellement par le tisserand d'un côté à l'autre. Ce processus était lent et fatigant. Kay a conçu un mécanisme utilisant des leviers et un système de cordes qui propulsait littéralement la navette d'un bout à l'autre du métier, à tisser avec un simple coup. Cela permettait d'agrandir la largeur du tissu, d'améliorer l'uniformité et, dans l'ensemble, de dynamiser considérablement la production. Cependant, cette accélération avait un inconvénient. Avec cette nouvelle méthode, un tisserand pouvait produire davantage de tissu que les filateurs ne pouvaient fournir de fils.
Cela a engagé le besoin de rationaliser également les processus de filage. Au fil des décennies restantes, de nombreux dispositifs ont émergé, mais c'est Richard Arkwright qui a réalisé la véritable avancée. En 1769, il a breveté une machine à filer appelée cadre à eau, water frame. Cette innovation était actionnée non pas par la force musculaire, mais par une roue hydraulique permettant de filer simultanément de nombreux fils d'épaisseur et densité uniforme. Arkwright n'a pas seulement conçu une nouvelle machine, mais a aussi introduit un modèle d'organisation du travail totalement novateur. Il a ouvert les premières usines textiles dans le Derbyshire, où les machines étaient disposées en ligne, fonctionnant avec une énergie hydraulique commune, tandis que les ouvriers travaillaient en équipe sous la supervision de gestionnaires. Ce n'était plus un simple atelier artisanal, mais une véritable usine au sens moderne du terme. C'est ainsi qu'est né le système de manufacture, emblème de l'ère industrielle. La journée de travail, la discipline et la gestion du temps sont devenus des éléments essentiels de cette nouvelle réalité. Au cours des décennies suivantes, l'industrie textile britannique a complètement évolué. Les métiers à tisser manuels ont été remplacés par des machines mécaniques. Rapidement, aux moteurs hydrauliques se sont ajoutées des machines à vapeur, vêtements, linge, tissus. Tout cela a commencé à être produit en masse, rapidement et à faible coût. Le Royaume-Uni est devenu le plus grand producteur de textiles au monde, exportant des articles en coton vers l'Europe, l'Amérique, l'Inde et la Chine. Cependant, tout cela posait un problème sérieux. Les machines et les bâtiments qui les abritaient nécessitaient une construction solide et durable. Ponts, hangars d'usines, chaudières, à vapeur, chemins de fer, navires, tous avaient besoin d'un nouveau matériau. Le fer était lourd, fragile et peu adapté à une utilisation de masse. C'est à ce moment-là qu'est apparu Henry Bessemer, un homme qui a révolutionné la métallurgie pour de bon. Henry Bessemer est né en 1813 en Angleterre. Bien qu'il ne fût pas métallurgiste de formation, il avait un esprit curieux et une passion pour la technique. Au milieu du XIXe siècle, le principal moyen d'obtenir du métal consistait encore à transformer la fonte en fer forgé dans des fours lents et coûteux. L'acier, un alliage léger et flexible de fer et de carbone, demeurait très onéreux. Elle n'était utilisée que pour des outils et des applications particulières. En 1856, Bessemer a présenté un procédé permettant de produire de l'acier de manière beaucoup plus rapide et à moindre coût. Sa méthode consistait à insuffler de l'air dans la fonte en fusion à travers un four convertisseur spécial. Ce faisant, l'oxygène réagissait avec les impuretés telles que le carbone, le silicium et le manganèse, les combustant et ainsi. En conséquence, on obtenait un métal en fusion pure, prêt à être façonné. C'était un progrès considérable. Là où il fallait auparavant plusieurs jours de fusion, seul un temps d'une demi-heure était désormais nécessaire. La productivité a augmenté de façon exponentielle, tandis que les coûts de production de l'acier ont chuté dramatiquement. La méthode de Bessemer a d'abord suscité de la résistance, notamment de la part des anciens métallurgistes. Il y avait également des problèmes techniques. Tous les minerais n'étaient pas adaptés à cette méthode. Cependant, progressivement, la technologie a été perfectionnée, adaptée et est devenue la norme pour la métallurgie à l'échelle mondiale. Ces convertisseurs ont commencé à être fabriqués dans toute la Grande-Bretagne, en France, en Allemagne et aux États-Unis. La production d'acier est devenue massive et abordable. Et avec cet acier accessible,
ont surgi de nombreuses transformations. La construction de chemins de fer et de rails en acier a débuté. L'ère des grands paquebots, des navires de guerre blindés, des ponts en acier et des gratte-ciel est arrivée. Les armées ont acquis des armes modernes et de l'artillerie sophistiquée. L'architecture a bénéficié de nouvelles possibilités. L'industrie a atteint un nouveau sommet. Sans l'acier, il aurait été impossible d'ériger la civilisation que nous connaissons aujourd'hui. Henry Bessemer a joué un rôle crucial dans ce processus. Ainsi, les machines textiles de Kay et d'Arkwright, suivies de l'acier de Bessemer, n'ont pas seulement accéléré la production, elles ont établi les fondements d'un monde industriel, un univers d'usines, de travail de masse, de croissance urbaine, de transport et d'armement. La révolution industrielle ne peut pas être attribuée à un seul inventeur, mais représente une série de découvertes, chacune renforçant la suivante. La machine avait besoin d'énergie, l'énergie nécessitait du métal, le métal exigeait de la technologie, et la technologie s'appuyait sur une organisation du travail. Chaque maillon de cette chaîne a contribué à forger une nouvelle perception du monde. Tandis que certains scientifiques inventaient des machines à vapeur, des télégraphes et des structures en acier, une révolution silencieuse, presque imperceptible, se mettait en place à l'ombre des cheminées d'usines et des découvertes spectaculaires. Elles ne se déroulaient pas dans les usines, mais dans des laboratoires sous les lentilles des microscopes. C'est cette révolution qui a transformé la compréhension de l'humanité sur la maladie, la santé et la vie elle-même. Au cœur de ces bouleversements se trouvait Louis Pasteur, un homme qui se consacrait à l'étude des microbes et a démontré que les combats menés contre eux pouvaient sauver des millions de vies. Louis Pasteur est né en 1822 dans le petit village français de Dole, au sein d'une famille de tanneurs. Son enfance s'est déroulée dans un environnement provincial, et au départ, il ne montrait pas de talents exceptionnels. Ce n'était pas un enfant prodige et avait du mal à maîtriser les sciences humaines, mais il se démarquait par sa patience, sa persévérance et son attention. Plus tard, il intégra l'École normale supérieure à Paris, où sa carrière scientifique débuta. Les premières recherches de Pasteur étaient axées sur la chimie. Il étudiait la structure des cristaux d'acide tartrique et découvrit un phénomène qui sera par la suite désigné sous le nom d'activité optique. Il prouva que les molécules pouvaient exister sous des formes miroirs et que cela pouvait avoir des conséquences sur les processus biologiques. Cette découverte lui a valu le respect au sein du monde scientifique, mais sa contribution majeure était encore à venir. En France, à cette époque, les brasseurs, les vignerons et les laitiers faisaient souvent face à la détérioration de leurs produits. La bière devenait acide, le lait tournait rapidement et le vin se troublait. L'opinion prédominante était que ces phénomènes étaient attribués à de l'air pollué ou à des processus spontanés. Pasteur commença à analyser la fermentation sous le microscope et aboutit à une conclusion révolutionnaire. La cause résidait dans des organismes microscopiques qui pénétraient de l'extérieur. Il établit que la fermentation était causée par des êtres vivants spécifiques, tels que les levures et les bactéries, et que différents microbes engendraient différents types de changements. Cette découverte a donné naissance à la théorie des microbes, une approche scientifique des maladies et de la décomposition, considérée comme résultant de l'action de micro-organismes spécifiques. Pour valider ces idées, Pasteur réalisa une série d'expériences démonstratives, dont l'une des plus célèbres est celle du flacon à colle de cygne. Dans ce flacon, le bouillon demeurait stérile pendant des mois,
jusqu'à ce que le goulot soit brisé, prouvant ainsi que l'air lui-même n'était pas à l'origine de la dégradation, mais que les particules responsables se trouvaient dans la poussière. Rapidement, Pasteur adapta ses idées à l'industrie alimentaire. Il élabora une méthode de chauffage des liquides, à une température précise, pour éliminer les microbes nuisibles sans altérer leur goût. Cette technique est devenue connue sous le nom de pasteurisation. À l'origine, elle était utilisée pour le vin et la bière, puis pour le lait. Même aujourd'hui, des produits à travers le monde subissent une pasteurisation afin de garantir leur fraîcheur et leur sécurité. Par la suite, Pasteur se consacra à l'étude des maladies provoquées par des microbes. Il examina des infections telles que le choléra aviaire et le charbon, réalisant que l'affaiblissement de l'agent pathogène permettait de créer une immunité sans entraîner la maladie. Sur des animaux, il entreprit des expériences visant à protéger l'organisme contre une réinfection. C'est ainsi qu'il réussit à concevoir les premiers vaccins basés sur des fondements scientifiques. En 1881, il prouva l'efficacité d'un vaccin contre le charbon, protégeant ainsi des moutons et du bétail de cette maladie. Ce fut une véritable sensation scientifique. Cependant, c'est l'affaire de la rage qui suscita un écho encore plus retentissant. En 1885, les parents de Joseph Meister, un garçon mordu par un chien enragé, se tournèrent vers Pasteur. Bien qu'il ne soit pas médecin, il décida d'appliquer une méthode expérimentale de prévention fondée sur l'administration progressive d'un virus affaibli. Le garçon guérit. Cet événement acquit une renommée mondiale et marqua un tournant dans la reconnaissance de la microbiologie comme science médicale appliquée. Le succès de Pasteur inspira la création de l'Institut Pasteur, ouvert à Paris en 1888. Cet institut devint l'un des premiers centres scientifiques dédiés non seulement à la recherche sur les maladies infectieuses, mais également à la formation des médecins, à la production de vaccins et à la lutte contre les épidémies. Par la suite, des vaccins contre la diphtérie, la peste et le tétanos ont été développés dans cet institut. Et dans les années 1920, le premier vaccin contre la tuberculose, le BCG, a été créé, déjà après la mort de Pasteur. L'influence de Pasteur s'est également manifestée dans les domaines de la chirurgie et de l'hygiène. Il a démontré que les microbes pouvaient être transmis par des mains non lavées, des instruments et les vêtements des médecins. Ces découvertes ont inspiré le chirurgien britannique Joseph Lister, qui a introduit l'antisepsie dans les pratiques chirurgicales. Cela a marqué le début de l'ère moderne de la médecine stérile, où la prévention des infections et l'hygiène sont devenues des priorités essentielles. Bien que Pasteur n'ait pas reçu de formation médicale, sa contribution à la médecine égale les réalisations des plus grands médecins. Il a posé les fondations de l'immunologie, de la microbiologie, de l'hygiène et de l'épidémiologie. Ces méthodes et découvertes ont marqué un tournant décisif dans la lutte contre les infections qui tuaient des millions de personnes. Louis Pasteur est décédé en 1895 et a été enterré dans la crypte de l'Institut qu'il avait fondé. Son nom est aujourd'hui attribué à de nombreuses rues, universités et centres scientifiques. Cependant, son héritage perdure dans chaque ampoule de vaccin, chaque pansement stérile et chaque verre de lait pasteurisé. Musique. Après la découverte de Louis Pasteur, la médecine a reçu un coup de fouet significatif pour prendre conscience que les maladies étaient causées par des agents pathogènes spécifiques, même s'ils demeuraient invisibles. Toutefois, cette prise de conscience ne suffisait pas.
Il fallait approfondir l'identification de ces ennemis microscopiques, les isoler, les cultiver, les étudier et prouver qu'ils étaient effectivement responsables des maladies. C'est précisément ce à quoi s'est consacré Robert Koch, un médecin allemand que l'on considère justement comme le père de la bactériologie moderne. Robert Koch est né en 1843 en Allemagne. Médecin praticien, il travaillait dans des zones rurales et consacrait son temps libre à la microscopie. Ses premières recherches se déroulaient dans un cadre modeste, à son domicile. Une table ordinaire, un microscope rudimentaire, des lames de verre, des gouttes de sang et une patience infinie. C'est pourtant dans ces conditions qu'il a réalisé des découvertes révolutionnaires pour la médecine. L'un des premiers défis auxquels il a été confronté était le charbon, une maladie qui menaçait tant les animaux que les humains, surtout dans les zones rurales. Koch a non seulement confirmé que cette maladie était causée par une bactérie spécifique, mais il a également démontré pour la première fois l'ensemble de son cycle de vie, y compris les stades de formation des spores. Il a également appliqué une méthode de coloration des microbes, utilisé la microphotographie et prouvé que les micro-organismes pouvaient être transmis d'un organisme à un autre. Mais la découverte majeure fut le bacille de la tuberculose. En 1882, Koch annonça publiquement avoir identifié l'agent responsable de cette maladie. Il montra la bactérie au microscope, expliqua les méthodes de coloration et d'isolement, et démontra comment il pouvait infecter des animaux avec celle-ci. Enfin, cette maladie, qui tuait des millions de personnes, reçut un visage concret. Par la suite, il étudia le choléra, se rendit en Égypte et en Inde, isola le vibrion cholérique et décrit le mécanisme de sa propagation par l'eau contaminée. Koch ne se contentait pas de découvrir des bactéries, il développa également des méthodes pour les cultiver. Avec ses collègues, il commença à utiliser des milieux nutritifs, d'abord des pommes de terre cuites, puis de l'agar-agar. Ces milieux permettaient de cultiver des microbes sous forme de colonies isolées. Son assistant, Julius Petri, suggéra d'utiliser des coupelles rondes et plates, qui devinrent par la suite la norme et prirent son nom, les coupelles de Petri. Koch lui-même élabora les fameux postulats, 4 critères permettant d'établir un lien de causalité entre un micro-organisme spécifique et une maladie. Ces règles ont constitué la base de la microbiologie moderne et du diagnostic infectieux, bien que dans le cas des virus et de certains parasites, ces postulats ne soient pas toujours applicables. Le principe de travail fondé sur ces postulats est encore utilisé aujourd'hui. En 1905, Robert Koch reçut le prix Nobel de physiologie et de médecine pour ses découvertes relatives à la tuberculose. Il fut l'un des premiers scientifiques à transformer l'étude des microbes en une science précise et reproductible. Malgré la concurrence scientifique avec Pasteur, ce sont leurs travaux parallèles et indépendants qui ont établi une base solide pour l'ensemble de la bactériologie moderne. Cependant, découvrir des microbes est une chose, assurer la protection des patients en est une autre. C'est ici qu'intervient un autre acteur clé, le chirurgien britannique Joseph Lister. C'est lui qui a fait de l'application pratique de la théorie microbienne une réalité dans les hôpitaux et a changé à jamais le visage de la chirurgie. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la chirurgie était une entreprise extrêmement périlleuse. Même des opérations simples se terminaient souvent par la mort. Les chirurgiens intervenaient à main nue. Les instruments n'étaient pas stérilisés et les bandages étaient réutilisés plusieurs fois.
L'idée que l'infection pouvait être transmise du médecin au patient apparaissait étrange. On croyait qu'une plaie qui saignait et s'infectait était un signe de guérison. Pourtant, les statistiques révélaient le contraire. La mortalité post-opératoire était alarmante. Inspiré par les travaux de Pasteur, Lister supposa qu'un ensemble de microbes pénétrant dans la plaie depuis l'extérieur était à l'origine des infections post-opératoires. En 1865, il commença à utiliser de l'acide carbolique ou du phénol pour désinfecter les bandages, les instruments, les surfaces opératoires et même l'air ambiant. Il conçut même un pulvérisateur spécial pour saturer l'air d'antiseptique lors des opérations. Les résultats furent incroyables. La mortalité après les opérations diminua de plusieurs fois. Pour la première fois, il devint possible d'effectuer des interventions chirurgicales sans infections inévitables. Au début, ces méthodes suscitaient du scepticisme. Mais lorsque le nombre de vies sauvées devint indiscutable, elles commencèrent à être adoptées à travers toute la Grande-Bretagne et en Europe. Par la suite, les idées de Lister évoluèrent vers le principe de l'asepsie, une approche qui ne se contentait pas de détruire les microbes, mais excluait également toute possibilité de leur pénétration dans la plaie. Cela impliquait l'utilisation d'instruments stériles, des salles d'opération impeccablement lavées et des conditions spécifiques pour le stockage et la préparation. C'est à partir de ce moment que la chirurgie devint réellement sécurisée. Joseph Lister n'a pas inventé de médicaments ni découvert de bactéries, mais il fut le premier à intégrer l'hygiène médicale dans la pratique quotidienne. Il a changé la mentalité d'une génération entière de praticiens, leur faisant comprendre que la propreté et la stérilité ne sont pas des formalités, mais des questions de vie ou de mort. Ainsi, Pasteur, Koch et Lister représentent trois figures emblématiques qui ont révolutionné la médecine. L'un a prouvé l'existence des microbes et leur rôle dans les maladies. Le deuxième a appris à les isoler, à les étudier et à les identifier avec précision. Le troisième a appliqué ses connaissances dans la pratique et sauvé des milliers de patients. Ensemble, ils ont jeté les fondations d'une nouvelle santé publique, scientifique, fondée sur des preuves et efficace. C'est grâce à leurs travaux que débuta l'ère moderne dans la lutte contre les maladies. Vers la fin du XIXe siècle, les inventions ne constituaient plus des merveilles rares. Elles étaient redevenues une partie intégrante de la vie quotidienne. L'électricité, les communications, la mécanisation, tout cela s'intégrant rapidement dans le quotidien. Cependant, avec le progrès technique, émergèrent de nouvelles réalités. La bataille pour la suprématie, la course aux idées, les conflits d'intérêts, les brevets et les expositions. Les grands esprits se retrouvèrent de plus en plus souvent, non seulement dans les laboratoires, mais aussi dans les tribunaux, les journaux et lors des présentations publiques. C'était une époque de concurrents et de paradoxes, où deux génies pouvaient influencer le sort de l'électricité, et où la renommée mondiale reposait sur le succès d'une seule expérience. L'un des conflits scientifiques les plus emblématiques est celui entre Thomas Edison et Nikola Tesla. Edison représentait le pragmatisme, le commerce, les brevets et les affaires technologiques. S'étant construit lui-même, il avait bâti un véritable empire de laboratoire et obtenait brevet après brevet. Ses réalisations sont concrètes et significatives. Le télégraphe, l'ampoule électrique, le phonographe, la première centrale électrique. Cependant, lorsqu'il s'agissait de l'approvisionnement électrique, il se retrouvait face à un rival. Tesla, originaire d'Autriche-Hongrie, était un homme d'un autre monde. C'était un rêveur, un visionnaire, un inventeur
au sens véritable du terme. Ses idées brillantes venaient à lui dans ses rêves ou lors de moments d'inspiration. Il proposa d'utiliser le courant alternatif, tandis qu'Edison défendait le courant continu. Le débat ne se limitait pas à une simple question scientifique. Il avait aussi des implications économiques et sociales. Edison effrayait le public avec les dangers supposés du courant alternatif, organisant des démonstrations où des animaux étaient électrocutés. Néanmoins, le courant alternatif se révéla plus efficace sur de longues distances et triompha finalement grâce à Tesla, mais aussi à l'industriel George Westinghouse qui investit dans le développement et la mise en œuvre de ce système. Pendant ce temps, d'autres découvertes progressaient en parallèle, souvent de manière inattendue et dans l'ombre. En 1895, le physicien allemand Wilhelm Conrad Röntgen, travaillant dans son laboratoire avec des rayons cathodiques, remarqua qu'une plaque fluorescente s'était illuminée, alors qu'elle ne se trouvait pas dans la zone d'irradiation directe. Il comprit qu'il avait découvert un nouveau type de rayonnement, capable de traverser des matériaux denses. Röntgen réalisa plusieurs expériences et, quelques semaines plus tard, obtint la première image, la main de sa femme, avec des os, et une bague clairement visible. Il nomma sa découverte « rayon X », en référence au mot anglais « unknown », inconnu. Peu après, ces rayons furent rebaptisés en son honneur. La découverte de Röntgen devint un événement mondial. Les médecins entrevirent la possibilité d'explorer l'intérieur du corps sans avoir besoin de procédés chirurgicaux. Les journaux qualifiaient cela de vision magique. Pour cette découverte, Röntgen devint le premier lauréat du prix Nobel de physique en 1901. Contrairement à de nombreux inventeurs de son temps, il refusa de breveter la technologie, estimant qu'elle devait appartenir à toute l'humanité. Un autre innovateur de cette époque est Alexander Graham Bell, qui procéda au tout premier brevet du téléphone en 1876. Son appareil permettait de transmettre la voix à distance par câble. En tant qu'enseignant pour les sourds, il s'intéressait particulièrement à l'acoustique et au son. La légende raconte que les premiers mots transmis par téléphone furent adressés à son assistant. « Monsieur Watson, venez ici, j'ai besoin de vous. » Bien que le principe de la transmission du son ait déjà été débattu, c'est Bell qui réussit à assembler les éléments en un appareil opérationnel et à breveter celui-ci avant ses concurrents, y compris l'Italien Antonio Meucci et l'Américain Elisha Gray, qui développaient également des dispositifs similaires. À cette époque, le concept même de brevet, qui conférait le droit à l'invention, prit une ampleur considérable. Les scientifiques et les ingénieurs commencèrent non seulement à inventer, mais aussi à défendre leur paternité en justice. Certains passaient plus de temps dans des batailles juridiques que dans des laboratoires. Le brevet pouvait signifier richesse, pouvoir, renommée mondiale ou perte totale si l'idée était dérobée ou si un autre demandeur devançait même d'une journée. Cela était étroitement lié aux expositions et foires internationales, des événements majestueux rassemblant inventeurs, entrepreneurs et publics du monde entier. Lors de l'exposition de Philadelphie en 1876, les Américains mettaient en avant des machines électriques, des métiers à tisser mécaniques et des moteurs à vapeur. En 1889, à Paris, lors de l'exposition universelle, la Tour Eiffel fut inaugurée, symbole du progrès. Lors de ces forums, les inventions n'étaient pas simplement présentées, mais également vendues, comparées et débattues. Une démonstration réussie pouvait fédérer une production de masse et transformer toute une industrie. Ainsi,
La fin du XIXe siècle marqua une époque où la science pénétra dans l'espace public. L'inventeur ne se présentait plus comme un isolé dans son atelier. Il devenait une vedette des journaux, un sujet de reportage, un participant actif aux expositions. Le progrès ne dépendait désormais plus seulement des idées, mais également de la manière dont elles étaient présentées, mises en forme et protégées.